La Chine fait tout ce stimulus et combien de fois ont-ils récemment annoncé on fait un autre bazooka, un autre bazooka, un autre bazooka? Et je pense que les participants du marché commencent maintenant à ignorer cela et à dire ouais, tu m'as eu une fois, honte à toi. Si tu m'as eu deux fois, honte à moi. Et si ce stimulus n'a rien fait pour stimuler l'économie, peut-être que le stimulus n'est pas vraiment stimulant. Peut-être que le QE ne fonctionne vraiment pas mécaniquement, n'est pas vraiment stimulant. Peut-être que l'assouplissement quantitatif ne fonctionne pas mécaniquement. Et cela pourrait être un signe noir en soi. Ou peut-être que les planificateurs centraux finissent réaliser cela. Ou peut-être même que le marché en vient à cette réalisation que le soutien de la Fed n'est plus vraiment un soutien. Regardons ce qui se passe spécifiquement. Nous allons aller sur Bloomberg. Pour ça, et c'est parti. Je n'ai pas encore regardé cet article, donc nous allons le parcourir ensemble en temps réel. L'économie chinoise trébuche sur un signal. La reprise dépend de plus de stimulus. C'est pas incroyable. Ils ne s'assoient jamais, 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 jamais là et ne disent pas, vous savez, nous avons fait 45 tours de stimulus et rien ne s'est passé. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que le stimulus ne fonctionne pas. Oh, oh non. Eh bien, ça ne peut pas être ça. Évidemment, ben, c'est juste parce que nous n'avons pas fait assez de stimulus. C'est juste, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me retrouve à frapper la table, que le bilan de la Fed n'a pas d'importance dans la plupart des situations, vous savez, en ce qui concerne le prêt et toutes ces choses. Parce qu'en fait, même aux États-Unis, même les gens qui sont pro-marché libre, capitalisme et petit gouvernement, ils ont toujours cette vision que tout, l'économie, les taux d'intérêt, peu importe, tout tourne autour de la Fed. Et si ça ne tourne pas autour de la Fed, alors ça tourne définitivement autour du gouvernement. Non, ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est pas. Je veux dire, le Japon, quel bel exemple, c'est ça. La Chine, un autre. Exemple parfait. Parfait. Même les États-Unis sont un excellent exemple. Vous savez, nous avons essayé d'atteindre 2% d'inflation mesurée par l'IPC. Pendant quoi 10 ans. Ils n'ont même pas pu le faire. Ils disent, eh bien, nous n'avons tout simplement pas fait assez. Nous n'avons pas fait. Et tout d'un coup, ils font quelque chose qui n'était pas censé créer de l'inflation. Et ça fait monter l'IPC à 9%. Et vous savez, tout comme moi, que les vrais chiffres de l'inflation étaient beaucoup plus élevés. Mais c'est juste, c'est incroyable pour moi qu'ils ne s'arrêtent pas et ne disent pas, vous savez, peut-être que nous avons tort. Peut-être nos modèles sont cassés. PME Manufacturer. La dissonance cognitive est une réalité. En économie, tout comme dans tout le reste, le PMI manufacturier a chuté inattendu, qui ne s'attendait pas à ce qu'il baisse. Je veux dire, ils se battent contre une véritable déflation. C'est le pire depuis, je ne sais pas, depuis 1957 ou une année folle. Peut-être que c'était dans les années 70. C'est le pire cas de déflation et le mauvais type d'ailleurs de déflation avec lequel ils ont dû faire face depuis des décennies. Et je ne sais pas pourquoi ils s'attendraient à ce que ça change du tout au tout. Oh, eh bien c'est vrai, parce que le stimulus est tellement incroyable et fonctionne à chaque fois. Oh, les économistes voient la nécessité d'un plus grand stimulus fiscal. Oh, peut-être, juste peut-être, que les dépenses publiques déforment l'économie. Je ne sais pas, et ça rend la croissance presque impossible. Je ne sais pas, peut-être, ça leur vient pas à l'esprit. Vous savez pas si vous vous êtes déjà demandé quel est votre avantage si vous n'avez pas de doctorat en économie, comme Kamala nous l'a dit. En économie, c'est ça, juste ici. C'est juste comme Kamala nous l'a dit, que si vous n'avez pas de doctorat en économie, vous n'êtes pas contraint. Vous n'êtes pas contraint par ce qui a été, ou peu importe ce que c'était cette phrase stupide. C'est votre avantage par rapport à tous ces soi-disant économistes et experts qui sont là dehors. Vous pouvez en fait simplement utiliser le bon vieux bon sens. Vous n'avez pas été endoctriné par tous ces manuels keynésiens fous. L'activité des usines a diminué en janvier après 3 mois d'expansion avec l'indice des directeurs d'achat. Dans le secteur manufacturier, donc vous avez juste ce petit coup de fouet, puis tout à coup les choses reviennent en arrière et deviennent même pires. Donc vous faites un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est comme ça que les dépenses publiques déforment l'économie. La déception a suivi d'autres données officielles montrant que le soutien fiscal du gouvernement à l'économie était faible l'année dernière. Et au fait, vous savez très bien que la Chine ment sur les chiffres.
Je veux dire, vous pensez je peux vous assurer qu'il ne minimise pas, ou excusez-moi, je peux vous assurer qu'il les minimise. Donc, s'ils admettent même que les données sont mauvaises, je vous garantis que c'est 10 fois pire. Pris ensemble, les dernières données révèlent que la deuxième économie mondiale risque de ralentir à moins que le gouvernement ne débloque plus d'argent. Ça doit être une erreur. À moins que le gouvernement ne débloque plus d'argent. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils essaient de dire ici, mais vous comprenez. Ils disent, c'est comme le cowbell. Ils se dessinent juste, nous avons besoin de plus de cowbell, plus de cowbell. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de plus de cowbell. Oh mec, sans une position plus favorable à la croissance. Je sais ce qui pourrait être une position plus favorable à la croissance. Que diriez-vous de réduire les réglementations? Que diriez-vous de ne plus être un pays communiste? C'est pas, peut-être que le communisme n'est pas génial pour la croissance économique. Oh là là, voici un graphique montrant comment l'activité des usines a ralenti. L'urgence ne fait qu'augmenter alors que Trump menace d'imposer des tarifs sur les exportations chinoises. Ouais, regarde, et je vais m'asseoir là, et je déteste les tarifs en tant que politique économique. Je pense qu'ils sont un bilan net négatif. Pour les citoyens américains, bien qu'il y ait certains avantages, c'est de coûts et d'avantages. Ce n'est pas comme s'il n'y avait que des coûts et ce n'est pas comme s'il n'y avait que des avantages. Absolument. Il y a des avantages pour le peuple américain en ce qui concerne ces tarifs, mais en termes de bilan net, c'est ce que vous devez considérer. Mais bon, je les déteste en tant que politique économique, mais ils sont phénoménaux en tant qu'outil de levier, une carte de négociation, si vous voulez. Et donc, si Donald Trump ne les utilise que de cette façon, alors super, en supposant que le résultat soit un capitalisme de marché plus libre. Globalement, coût profite à la société dans son ensemble. Et quand je parle de société, je parle de la société américaine. Donc, cela affaiblit la demande. À l'étranger, à un moment où les consommateurs nationaux, et n'oublions pas, que va faire la Chine? Si Trump impose des tarifs, ils vont nous imposer des tarifs. Je veux dire, c'est une chose dont personne ne parle jamais. C'est comme si les tarifs n'allaient que dans un sens. Non, on se retrouve dans ces guerres où on impose un tarif, et ensuite ils imposent un tarif, et puis on en impose un autre, et ils font autre chose pour bloquer X, Y et Z. Et au final, les personnes qui paient vraiment le prix, en fin de compte, ce sont les Américains moyens, Joe et Jane. Oui, c'est vrai, vous allez avoir des emplois mieux rémunérés aux États-Unis, mais cela ne va pas compenser les prix plus élevés et blablabla. Je pourrais en parler encore 2 heures là-dessus. Mais la Chine est évidemment très vulnérable en ce moment. Donc, utilisez ces tarifs comme une menace pour, vous savez, obtenir X, Y, Z, pourquoi pas? Je ferais exactement la même chose si j'étais à sa place. Les autorités ont promis d'adopter des politiques fiscales monétaires plus favorables. Tu ne vas pas y arriver avec la planification centrale, la Chine. Je sais que tu ne regardes pas cette vidéo, mais Xi Jinping, si tu regardes, mon pote, fais-moi confiance. La façon de faire cela, c'est avec moins de réglementation, moins de bureaucratie, moins de paperasse. On appelle ça capitalisme de marché libre. Ce n'est pas science fusée. Il suffit de revenir voir Free to Choose de Milton Friedman. C'est tout à faire. C'est juste là sur YouTube. C'est comme ça que tu sors de ce pétrin. Tu ne vas pas sortir de ce pétrin en planifiant tout depuis le centre. L'ampleur de la baisse dépasse nos attentes, a déclaré Raymond Young, économiste en chef pour la Grande Chine chez Australia and New Zealand Banking, ajoutant qu'une politique fiscale plus forte et une réduction du ratio des réserves obligatoires. Oh, laisse-moi tranquille. Tu rigoles, là, il parle de réduire le ratio des réserves comme si ça allait changer quoi que ce soit. Écoutez, je vais en parler juste quelques secondes parce que ça s'applique aussi aux États-Unis. Bien que pour beaucoup de banques, nous n'ayons plus d'exigence de réserve, nous en avions une et les gens pensaient que les banques, en fait, c'était une sorte de contrainte. C'est juste des absurdités complètes. C'est très naïf croire que les banques vont se dire, oh, eh bien, on pourrait prêter $1 milliard et faire tout ce profit.
Mais bon, nous ne le ferons pas parce que nous devons respecter cette exigence de réserve. Je veux dire, allez, il y a tellement de façons de contourner ça. Et au fait, disons que tu es une banque et que tu as une exigence de réserve de 10% que tu respectes réellement. Et disons que tu regardes l'horizon économique et tout ce que tu vois, c'est la récession, la déflation. Tu vois que le stimulus ne fonctionne pas. Tu vas aller prêter de l'argent juste parce qu'ils réduisent ton exigence de réserve? Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que c'est une question de risque et de récompense. Tu ne vas pas prendre ce risque. Que vas-tu faire? Tu vas probablement acheter des États-Unis les bons du Trésor, ou vous allez acheter de la dette du gouvernement chinois. C'est pourquoi ils sont longtemps restés sur la courbe, sont, je pense, à leur niveau le plus bas depuis des décennies. Ça pourrait même être le niveau le plus bas de l'histoire. Je parle des rendements. Donc, peu importe quoi, tu pourrais ramener l'exigence de réserve à zéro. Ça n'a d'importance. Ça n'a pas d'importance. Cela ne change pas le rapport risque-récompense pour la banque. S'il n'y a rien de bon, il existe des opportunités, même si elles ne sont pas remboursées ou si la probabilité qu'elles le soient est incroyablement faible. Peu importe ce que tu fais, ils ne vont pas prendre ce prêt dans leur bilan. Je pense donc que le principal enseignement à tirer de l'expérience chinoise est de comprendre qu'il est impossible de sortir d'une récession ou d'une crise économique en planifiant de manière centralisée. Je retire ce que j'ai dit. Je suppose que les États-Unis l'ont fait en envoyant tous les chèques de relance. Alors, laissez-moi revenir en arrière et dire que tu ne peux pas planifier centralement pour sortir d'un problème parce que, bien que sur le court terme ça puisse fonctionner, tu crées un problème plus grand. Je pense que c'est comme ça que je le formulerai. Parce que, ouais, si le gouvernement chinois envoyait 10 000 dollars à chaque citoyen chinois, alors il n'aurait probablement plus de déflation. Mais ça crée un problème plus grand. Souviens-toi, il n'y a pas de solution, il n'y a que des compromis. Donc, la seule façon ou la meilleure approche ici, qui ne causerait pas un problème plus grand à l'avenir, serait de moins de planification centralisée, pas plus de planification centralisée. C'est la principale leçon à retenir. Au moins, c'est la principale leçon que je tire de ce qui se passe en Chine en ce moment. Salut les gars, je voudrais vous inviter tous à la conférence Rebelle, capitaliste, live. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela t'aide à construire un portefeuille à toute épreuve. Cela t'aide à augmenter ta liberté personnelle et ta liberté. Et ça t'aide aussi à agrandir ton réseau. En d'autres termes, tu vas rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, d'autres capitalistes rebelles. C'est à Orlando du 23 au 25. Mais parmi les intervenants passés, on a eu des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn, Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Avoir des billets dès que possible. Et pour découvrir qui parle à la conférence Rebel Capitalist Live de cette année, tu peux aller sur rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite info en avant-première. Si tu prends tes billets plus tôt que tard, tu peux avoir une réduction. Parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les billets augmentent en prix. Alors, n'attends pas, va sur rebelcapitalistlive.com. Prends tes billets maintenant et je te verrai à Orlando du 23 au 25 mai jusqu'au 25